Bienvenue au Polysécure épisode technique. Je suis accompagné de Frank. Oui, salut Nicolas, bonsoir à tous. Ravi de vous revoir et ravi de vous être de nouveau avec toi, Nico. Oui, puis cette fois-ci, on va aborder 3 petits sujets qui sont très intéressants chacun individuellement. Le premier étant justement une suite de ChaosDB qui est une autre exploitation qui malheureusement affecte les systèmes de Microsoft avec justement Cosmos DB où on est capable d'avoir des accès qu'on ne serait pas censé avoir normalement. C'est exact. En fait, à la suite, on a fait un podcast sur ChaosDB au complet. D'ailleurs, j'invite les auditeurs à peut-être aller le réécouter ou s'ils n'ont pas réécouté, de le faire parce que s'ils n'étaient pas au courant, il y a des choses qu'on préconisait à faire rapidement. Mais effectivement, encore une fois, sur les deux compagnies que j'avais précisées, israéliennes, que je soupçonne encore une fois Microsoft de bien rémunérer pour aller tester. Tant mieux d'ailleurs, parce que la plupart du temps, ils les testent, et je rappelle, en white box, et non pas spécialement donc avec leurs propres infrastructures et leurs propres tenants. Hein. C'est pas spécialement évidemment quelque chose qu'on peut des fois faire en black box. D'ailleurs, je vous invite, je fais un peu de pub pour les podcasts, mais en même temps, je vous invite à revérifier le podcast black box, white box et grey box qu'on dit dans le cloud, et d'arrêter de croire que des choses sont faites par magie entre les deux. Hein. Ça se fait pas aussi facilement là-dessus. Donc là, on est encore une fois dans Orca Security. C'est Orca Security qui a pris la suite de ChaosDB. C'est eux qui ont découvert aussi, entre autres, le Synlapse de l'époque, hein, qu'on avait aussi fait et qu'on en avait parlé brièvement sur un autre podcast aussi. Donc, Orca a donc continué ses recherches, ou en tout cas, ça a été sûrement une volonté, évidemment, de voir ce que ça allait donner avec le notebook. Comme vous savez, Cosmo Azure DB c'est la grosse DB SaaS de Microsoft qui permet justement de lancer du multi-DB à l'intérieur. Quand je dis multi-DB, c'est du multi-type de database. On a du NoSQL, on peut avoir du Postgres, on peut avoir du SQL, on peut avoir du JSON, on peut avoir du document de DB. C'est pour ça que d'ailleurs ça s'appelle Cosmo DB par défaut, parce que c'était le document de DB qui est derrière. Postgres, je vous avouerai que ils sont compatibles, mais vaut mieux aller sur Postgres Server, qui est déjà aussi un PaaS et un SaaS et un service sur Azure. Hein. D'ailleurs, CosmoDB n'est pas que pour ça, mais CosmoDB, on va dire une sorte de non architecturé, mais de type, en fait, de base de données un peu différent. Mais alors, le mois exact, mais je sais que c'était en 2021. D'ailleurs, d'où la sortie de ChaosDB qui a pas vraiment traîné après la mise en place, évidemment, du nouveau système dans CosmoDB, était on va dire, la mise en application, en extension ou en plugin, enfin appelez ça comme vous voulez au niveau back-end, mais la mise en avant de pouvoir faire du notebook Jupyter à l'intérieur de CosmoDB, puisque ça a été évidemment une des grosses demandes quand on a de l'élastique, des data lakes ou des grosses bases de données. Les gens tout de suite, ok, j'ai une base de données, mais il faut que j'en sorte de la valeur, il faut que je sois possible. On sait tous que Jupyter Notebook permet via Python et autres de faire des grosses sorties, ou en tout cas des grosses analyses, des analyses en plus qui permettent de faire des lancements de code ou en tout cas des gestions de code assez intéressantes. Donc effectivement, il y avait tout un format qui était logique. D'ailleurs, de toute façon, de quand même avoir l'accessibilité à Jupyter Notebook. Mais le Jupyter Notebook, comme on le sait, hein, c'est toujours pareil. Dès que vous mettez quelque chose d'exécutif dans quelque chose qui devrait pas l'être, il faut faire attention que cet exécutif va pas aller outrepasser les droits de là où il est hosté ou de outrepasser les droits de là où il va être runtimé. Si je peux me permettre du terme runtimé, c'est un peu... Ouais, qui fait de l'anglicisme, c'est bon celui-là. De là où il est lancé, on va dire. Donc, évidemment, c'est un petit peu comme VBA, Visual Basic Application. Quand il est sorti, on l'a foutu dans évidemment Excel, Word et compagnie. Ça a pas manqué. Les virus macro ont pas évidemment et très très longtemps derrière pour évidemment se dire on peut évidemment faire de l'autorun, on peut faire des macros qui puissent piloter éventuellement le host ou carrément même pas l'application host en tant que tel Word, mais d'avoir même accès à carrément le host en dessous. Donc c'est un petit peu ce que ChaosDB a été mis en avant, c'est qu'en fait grâce à un Jupyter Notebook, en fait on pouvait avoir accès au niveau
du SaaS qui était géré à faire du collatéral, c'est-à-dire que normalement vos SaaS de CosmoDB est à vous, mais il est tourné sur du manager Microsoft. Si évidemment celui-là, par le biais de tout ce que je vous laisserai lire évidemment sur ChaosDB si vous l'avez pas fait, Orca Security, n'hésitez pas encore, vous avez les liens sur, je vous dis, l'ancien podcast qu'on a fait, bah là vous verrez que on avait accès à des tonnes de choses où vous aviez accès carrément à tous les CosmoDB qui pouvaient être en dessous en fait du système. Voilà. C'est plus le cas puisque ça a été évidemment patché, mais ça avait été le cas quand évidemment Orca l'avait découvert. Donc eux, ils ont évidemment continué en date, et d'après ce que je comprends, c'est tout neuf. Hein, c'est sorti fin septembre, début octobre, puis ça a dû être su, on va dire 2-3 mois après. Il y a toujours un disclosure de 2-3 mois, mais il y a une découverte très importante qui a été trouvée sur AzureDB, où les contrôles d'authentification étaient absents des ordinateurs portables, ou en tout cas, quand on dit pas les ordinateurs portables, la notion de absent de tout ce qui est les notebooks de CosmoDB. Donc, je vais être clair, notebook pour CosmoDB doit évidemment piloter des choses pour lui-même. Donc, c'est ce qu'on pourrait appeler des comptes de service. Mais comme les comptes de service de notebook devaient tourner en dessous de Cosmo, bah, ces espèces de cocos, ils n'ont pas fait les tests de savoir s'ils étaient authentifiés ou les authentifications étaient totalement absentes. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé Cosmis, pour Cosmis. Hein. On a une misconfiguration, ou en tout cas un oubli de ce qu'il en est. Et donc, en gros et en bref, si un attaquant avait connaissance du forwarding ID, donc je vous laisserai, parce qu'au travers du podcast, c'est comme on a 2 autres sujets à parler, d'aller lire, et j'ai mis les liens, et Nicolas a tous les liens déjà avant même de faire cette fois-ci le podcast. Oh, on les a eu d'avance cette fois-ci. Voilà, vous avez ça d'avance, je fais correctement mes devoirs, vous aurez quelques petites surprises en plus au niveau des liens, puis un petit cadeau aussi d'un KQL qui vous sera présenté, mais en même temps, sur la partie des liens, vous avez l'explication de ce qu'est un forwarding ID, c'est-à-dire le forwarding ID, c'est évidemment le point d'entrée, vous voyez ça comme la primary key entre évidemment le Jupyter et la partie du UUID du notebook, en fait, workspace, qui permet évidemment d'avoir les permissions de ce notebook en tant que tel, incluant les permissions de lecture, mais pire, c'est la permission d'écriture. Ce que met en avant, pour aller très vite, puis je veux pas encore une fois, parce qu'on a plusieurs sujets, il faut savoir en même temps que ce qui allait plus loin, donc ça a été découvert, comme je vous le disais, début octobre, mais ils ont poursuivi après coup. Mais là où ça pose évidemment problème, c'est que les Jupyter Notebooks sont intégrés à Azure et sont utilisés par les développeurs pour effectuer des tâches courantes, évidemment de tests au travers du notebook, puisqu'on, comme vous le savez, on peut foutre du Python, des nettoyages de données, les fameux storeproc aussi de l'ancienne génération qu'on avait dans nos grosses bases de données SQL et compagnie. Vous saviez qu'il y a des storeproc pour les débugger, bonjour, ou des storeproc qui faisaient 2000 caractères, bref. Mais il y a des storeproc qui sont là pour évidemment des fois faire du vacuum, nettoyer, gérer, enfin bref, faire un certain nombre de choses. Donc, ou pour faire de l'apprentissage automatique, puisqu'en fait, Notebook Jupyter fait aussi, il n'y a jamais de, on va dire, de magie dans l'informatique. C'est souvent de la répétition algorithmique, statistique, probabilistique, qui est gérée évidemment par du code qui permet de le faire. Donc là, par exemple, pour ceux qui des fois voulaient faire du langage naturel, en fait, c'est un gros Jupyter Notebook derrière avec un bon Python qui sont dispo dans des GitHub et autres, qui vont faire de l'analyse de données de Sandex, donc en mode phonétique, et qui vont évidemment traiter vos données pour après que quand le gars va faire une demande, il va la faire en mode langage naturel et autres. Ça, pourquoi je vous l'explique, c'est parce que ça sous-entend que ce qu'on envoie comme code exécutable, et quand je dis exécutable, on va dire plutôt interprété, donc je préfère mieux que ça, c'est comme PHP ou Python, ils sont interprétés. D'ailleurs, une blague pour PHP, pour ceux qui nous écoutent en termes de sécurité, vous savez ce que ça veut dire PHP, c'est Personal Home Page. Non, c'était une blague pour juste rigoler un petit peu comme ça. Je vous donne au moins un petit coup de sourire entre guillemets. J'espère que ceux qui font du PHP vont pas me détruire, mais bon. Bref, Personal Home Page, on va s'arrêter là cette fois-ci. Bref, c'était pour un petit peu sourire, fallait que je remette le point. Ce que je veux dire, c'est que par défaut, du fait de mettre de l'interprété à Python, ça sous-entend qu'on peut évidemment lui faire tester du code pour justement trouver ce UUID et d'aller voir un petit peu ce qui se passe en dessous du moteur pour aller le faire. Et ce que met en avant la vulnérabilité Cosmis, c'est que ça permettait à un utilisateur non authentifié d'obtenir un accès en lecture ou en écriture à Azure CosmoDB des notebooks. Donc encore une fois, des notebooks interprétés
en transversal et d'injecter du code, voire même de l'écraser. Et si on injecte et qu'on écrase du code, qu'est-ce que ça correspond? Ça correspond à un RCE, ça veut dire à une exécution de code à distance. Donc là, automatiquement, avec SRCE, vous imaginez tout ce qu'on peut imaginer à faire. Alors, il est vrai que toutefois, un attaquant n'était pas en mesure de tirer parti de la vulnérabilité que s'il connaissait l'espace de travail. Donc, fallait qu'il connaisse le UUID, donc le GUID du Workspace Notebook. Mais un mec malin, même à l'interne, on sait souvent que ça, c'est encore une fois, et on était presque quand même dans du white box, peut-être grey box, mais encore une fois, parce que grey box, on pourrait être en partenaire, on pourrait être un extérieur, mais tout en ayant accès à l'infrastructure du client, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais les workspaces, l'avantage, c'est que vous pourrez être global reader. Global reader, ça vous donne accès à l'UID, l'ID du workspace, ils sont notifiés dans le overview du portal. Donc, c'est pas très compliqué à récupérer. Puis, quand vous savez sur quoi vous voulez taper, vous allez tout utiliser comme recon possible, inimaginable pour aller récupérer tous les ID des workspaces que vous savez que ça peut se faire. Donc, vous imaginez bien que même pour de l'interne, ça peut être une vraie grave problématique. Donc, je vous invite vraiment à aller lire. C'est très, très instructif et vraiment en termes de manière de le faire avec les UUID V4, comme je vous le dis, au fait, dans Python, quand vous faites le import UUID, vous avez donc le Unique Identifier version. Vous en avez un qui est le 1 et vous avez V1 ou V4. V1 veut dire qu'il est unique mais pas random. Le V4, c'est qu'il est random et unique en même temps. Mais c'est pas parce que il est pas unique, c'est comme les seeds. Malheureusement, dans les ranges des systèmes, il peut être refait. Donc vous verrez, il y a toute une explication, mais c'est le unique value de le UUID V4 qui était évidemment utilisé à ce niveau-là. Donc je vous invite à aller regarder. C'est très intéressant comme d'habitude les blogs moi je suis jaloux des blogs d'Orca et des autres parce qu'ils font ça d'une manière où là, j'avoue, être payé pour faire des blogs comme ça, je trouve ça magnifique et je trouve que leur métier est vraiment le fun à ce niveau-là. Mais honnêtement, très instructif. Ce que je vous donne, vous voyez, on est quand même le 2 décembre, ça a même pas un mois, ça a été publié le 1er novembre. Donc, je peux pas faire plus neuf à ce niveau-là. Donc voilà. Très intéressant. Puis, je saute. Oui, puis avant, tu sautes justement à l'autre, parce que tu l'as pas spécifié exactement, mais parce que certains scénarios d'attaque, mais tu sais, genre un employé qui a été remercié, qui normalement on connaît l'information du UID, est probablement l'adversaire le plus coriace dans ce contexte-là. T'as tout à fait raison sur la notion et c'est ce que je dis la plupart du temps, c'est la notion d'être toujours interne, white box, black box et compagnie. Quand on parle de ça, c'est que c'est souvent malheureusement sur le côté sabotage interne. Sabotage interne, c'est clair. C'est un salarié contrarié, un partenaire malmené, une vengeance sur éventuellement une équipe qui n'a pas été faite. Après, toutes les vies classiques qu'on peut savoir que malheureusement, quelqu'un a une vie dissolue, à vouloir éventuellement des super frasques, on va dire physiques et non physiques, mais que ça lui demande beaucoup d'argent pour évidemment que ces frasques soient faites. Évidemment, il est beaucoup plus facile d'aller chercher des informations. Surtout, je vous rappelle que normalement, quand on touche à CosmoDB ou quand on touche au notebook, Jupyter est souvent pour faire évidemment des statistiques importantes ou en tout cas utiles pour l'entreprise et la plupart du temps, des fois même stratégiques selon évidemment les services qui sont, c'est sûr, pour la partie du côté de, je sais pas moi, les fêtes de Noël pour les salariés de l'entreprise, peut-être pas, mais si vous avez accès à la team qui fait le truc marketing de la mort ou le dernier produit en date pour aller évidemment le solder, vous imaginez la masse d'informations que vous pouvez évidemment récupérer. Donc, encore une fois, malheureusement, on est un petit peu comme le FBI, nous les gens de la sécurité, on doit protéger autant de l'extérieur que de l'intérieur, la plupart du temps plus que de l'intérieur. Je vous rappelle encore une fois aussi que depuis 7 ans, 8 ans maintenant, le MIT sort à chaque fois la statistique de quel est le sabotage. Ça n'a jamais été descendu depuis plus de 8 ans, je crois, je vous dis. 7 ou 8 ans à revérifier, mais ça fait 7 ans que c'est toujours au-dessus de 70%. Encore cette année, c'est 72 ou 73, je crois. Donc encore une fois, ça sous-entend qu'à 73%, il n'y a jamais de fumée sans feu. Venant du MIT, si on remet en doute le MIT, autant remettre en doute la totale, là, mais je veux dire, c'est encore une fois pareil. Je veux dire que ça soit le MIT, que ça soit Carmelon
Carmel Cambridge, là, le collège qui sort aussi la même chose, Tiobandex. Enfin, je veux dire, il y a différentes grosses organisations qui précisent qu'à chaque fois la sécurité vient quand même de l'intérieur. Donc, c'est aussi une des raisons pour laquelle il faut. Donc, oui, Nicolas, je suis totalement d'accord avec toi que c'est à faire attention. Et ce genre de choses, ces vulnérabilités-là, malheureusement, quand les misconfigurations arrivent, c'est que c'est souvent pas spécialement l'extérieur qui pose problème. C'est justement d'être sûr et certain de savoir qui on a à l'intérieur de notre entreprise. Maintenant, je crois qu'on est tellement, avec la pandémie, avec le fait qu'on travaille à distance, avec le fait aussi qu'on ait beaucoup de partenaires, le manque de personnel, donc avec ce turnover aussi de partenaires, de consultants et compagnie, bah ça met quand même beaucoup de choses de l'entreprise qui se met à véhiculer pas mal partout, et la sécurité de l'un fait pas la sécurité de l'autre, et ainsi de suite à ce niveau-là. Voilà. Effectivement, puis c'est ça, tout cette fluidité-là, puis dans un contexte en plus où on est dans un genre la grande résignation, parce que je trouve bien que l'anglicisme traduit en français est très drôle parce qu'en le fond, on est résigné et pas parce qu'on quitte. Fait que je trouve que le transfert d'une langue à l'autre est intéressant. Nous amène dans un contexte justement où les gens ont plus tendance à se fâcher rapidement, à être plus ou très facilement dans nos entreprises, donc être encore plus vigilants face à ce genre de choses-là, avec des vulnérabilités comme ça qui sont somme toute relativement faciles à mettre en œuvre quand on a l'information. Ça peut devenir franchement très, très malaisant. Et sur ça, je vais te laisser glisser sur le deuxième sujet qui est la saignée bleue. En traduction libre. C'est ça, la traduction littérale qu'on peut faire. Alors, effectivement, si vous ne l'avez pas entendu, encore une fois, ça date d'il y a... lui, je l'ai entendu dans les rumeurs cet été à mon retour de vacances au mois d'août. J'ai eu des doutes sur ce que j'avais entendu parce que ça m'avait l'air tellement énorme que je me suis dit, c'est quand même pas passé sous le radar, c'est bon de le dire, parce qu'une des sociétés qui l'a découvert s'appelle SOC Radar. Donc, c'est une des raisons pourquoi je fais un petit peu la blague, mais c'est SOC Radar, RADAR. Encore une fois, vous aurez les liens avec Nicolas sous le podcast. Donc, mais en même temps, en fait, la notion du Blue Bleed, donc ça s'appelle Blue Bleed, c'est en relation avec le bleed pour le air blood, donc le fameux air blood, le cœur qui saigne du fameux hack de 64 octets KO des serveurs sur OpenSSL. Là, ils ont fait la même chose, sauf que là, c'est pas drôle. Honnêtement, il y a eu la fuite de données en cascade. Puis là, on n'est pas dans une fuite de données dans un monde cadenassé ou condensé dans un système de white box comme peut faire Orca ou Wiz ou d'autres quand on vous a raconté, parce que c'est des sociétés de sécurité qui sont des fois, je pense, ou en tout cas eux-mêmes sont comme des notions de bug bounty et mandatés par les grosses boîtes pour vérifier. Non, là, il y a vraiment eu fuite, il y a vraiment eu attaque et il y a vraiment eu misconfiguration en fait là-dessus. Et donc, qu'est-ce qu'est Blue Bleed? Alors, le terme Blue Bleed a été inventé par le monsieur Yoleri, alors je veux pas faire d'erreur dans son nom, Y-O-L-E-R-I, chercheur en menaces et de vulnérabilité chez SOC Radar, en référence aux informations sensibles divulguées par 6 buckets. En fait, c'est 6 buckets. Au démarrage, il n'y en a eu qu'un. Puis ça a fait un effet domino pour en accéder à 6. Mais ces 6 buckets mal configurés collectivement, donc c'est quand même tout un bas. Et la première partie de la connexion est due à un Azure Blob Storage mal configuré. Ça aurait pu être un S3, je vous invite. Tout le monde a été touché, Amazon, Google et Azure aussi. Donc là, les trois ont été touchés. Mais effectivement, globalement, c'est du Azure Blob Storage et du S3 derrière. Et là, pour eux, ils considèrent que c'est la fuite de données B2B, donc business to business, la plus importante. Et écoutez-moi bien sur un seul bucket, touchant plus de 65 000 entités dans 111 pays de données sensibles qui ont été touchées sur un seul bucket qui a été fait. Complètement malade. Là, honnêtement, moi, je suis stupéfait de s'apercevoir effectivement ce qu'il y a. Donc, je vais vous lister évidemment, ou en tout cas vous préciser ce qu'a dit le fondateur de SOC Radar. Les fuites de Blue Bleed incluent des données critiques telles que des détails de projets, des documents signés par des clients, des courriels de clients,
Les données exposées, si elles sont analysées correctement, permettent aux acteurs de la menace de créer des attaques élaborées contre les entreprises exposées à Bluebeam. Même si la plupart des données sont des fichiers RAW, donc de base de données, donc c'est des fichiers binaires, on est bien d'accord, RAW, RAW, les acteurs de la menace disposent certainement et suffisamment des ressources pour analyser et traiter les données derrière, pour niveler le terrain de jeu. Les entreprises ont besoin de solutions et évidemment de gérer la menace en tant que telle. Donc, j'ai laissé les liens à Nicolas, vous pourrez, parce qu'il y a part 1 et part 2, donc c'est très long. Je vais pas vous lire, évidemment, le podcast doit être cool. Vous avez surtout d'ailleurs une petite infographie qui a été faite, marquée Bluebleed, où vous voyez le bucket, 2 terabytes de data sensibles qui ont été vues, 111 countries, 65 000 entités, 133 failles de projet, 548 000 utilisateurs qui ont été touchés. Donc, dans les styles de misconfiguration et les fichiers exposés, ça a été des POE documents, des SO documents, des invoices, des orders, des offers, des détails de projet, des documents signés, des proof de concept, donc des POC, des customer email avec évidemment des EML files, bah oui, pour pas faire plus facile, customer price, internal component for customer, donc des high risk, en fait, des internal comments. Donc, vous imaginez dire chez un client, ouais, lui, il est pourri, ou lui, ça va pas, ou lui, c'est ceci, ou lui, c'est cela. Vous imaginez? Ça veut dire qu'en plus, maintenant, il peut y avoir même des menaces pour te dire, au fait, lui, il t'avait dit que c'était machin, je peux te dire tout ce qu'il avait fait ou dit. Des ventes, les sales strategy, les customer asset documents et les partners, en plus, ecosystem details. Donc, vous pouviez faire la map de Maltego. Donc, dans le pourcentage, cela, je vous cite évidemment très rapidement la partie la partie graphique, mais dans les pourcentages, il y avait en RAW 53%, mais il y avait quand même 13% de messages, 15% de PDF et 18% de docx. Donc là, on peut pas faire plus. En plus, les mecs, ils mettent ça dans un truc mal configuré. Les mecs, ils ont même pas archivé, même pas mis dans un set zip ou un zip avec même un putain de mot de passe à la con. Ça aurait au moins été moins pire. Non, on te les balance là comme ça. C'est ça les data lakes, c'est ça les putains de storage que je te balance à la vague que je te pousse. Et la misconfiguration. Donc le top, le most common attack pass en 2022, évidemment pour tout ce qui est data leak et misconfiguration, c'est vraiment les insuffisantes management et identity credential pour savoir qui a accès à quoi ou comment, les insecure interfaces pour les API, les misconfiguration pour les change control, ça c'est pire, les lacks sur les cloud security architecture, c'est-à-dire la stratégie, parce que les gens pensent le cloud comme encore il y a des années 2000, les insecure software development, alors ça, ouais, j'en ai marre de le répéter. Non, mais tu sais, l'asile, mais bon, bref, c'est l'asile, là, oui, effectivement. Les lacs de données, là, c'est des swamps, là, c'est des marécages de données, là, les gens l'abordent pas de façon saine et sereine. Ils font juste garrocher comme dans une poubelle leurs données, puis ensuite, ils sont étonnés de cette situation-là. Puis c'est ça le pire, parce que, tu sais, pour avoir vu quelques projets en lac de données, tu fais pas juste prendre puis jeter dans ton lac et espérer que ça fasse quelque chose. Il y a une réflexion en amont sur la sécurité de la dite donnée, sur comment on gère tout ça. Puis ça, c'est une démonstration malheureuse de ce manque de réflexion-là en amont, là, mais c'est terrible. Puis en même temps, c'est ce que j'ai donné, vous verrez le lien aussi à Nicolas. Vous avez Socradar a fait évidemment, il a un Labs. Donc d'ailleurs, ce Labs vous propose certains services gratuits. Alors je vous laisse évidemment à votre discrétion de savoir si vous voulez mettre votre domaine ou pas. Hein, mais bon, maintenant que Socradar a le domaine, de toute façon, c'est lui qui a exposé évidemment la faille. Donc c'est pas parce que vous allez lui donner le domaine. Honnêtement, certains amis et certains points, quand je l'ai su, je l'ai appris à d'autres et ils ont testé les domaines. C'est pas pour autant qu'ils ont été contactés d'ailleurs par Socradar ou qu'il y a eu plus de phishing ou plus de trucs. Donc je voulais
vous tenais à vous le dire. Ils ont l'air de tenir ce qu'ils annoncent ou ce qu'ils disent, évidemment, dans leur policy. Mais ils ont fait des trucs assez sympas, dont, évidemment, là, j'ai donné Bluebleed, Socradar Labs, Bluebleed, mais vous verrez, ils ont un Deep Web Report, ils ont un Threat Intel Snapshot, ils ont un External Attack Surface gratuit. Enfin, après, vous verrez si vous voulez éventuellement faire les trucs. Évidemment, ils vendent leurs trucs, ça va de soi. Là. Mais là, ce que ça annonce, c'est que derrière, ils vous annoncent quand même les statistiques, surtout dans la page du Bluebleed. Ils vous annoncent que c'est 6 buckets, c'est 123 countries, 154 compagnies. Donc ça sous-entend que il y a eu plus de personnes qui ont dû tester leur domaine après coup et que ça augmente leurs statistiques parce que eux-mêmes ont été mal configurés. Donc avec évidemment 204 projets, 1 million d'emails et 800 cas d'utilisateurs. Bon, est-ce qu'on peut donner du crédit dans les stats? Je suppose qu'ils font attention parce que sinon on pourrait les attaquer à ce niveau-là. Mais allez voir, je pense que c'est intéressant à ce niveau-là. Je pense que Bluebleed, là, aujourd'hui, est quelque chose de peu connu parce que je l'ai moins bien entendu que tous les autres. On a fait tout un état de Oh My God et de ChaosDB ou de Azurescape et compagnie, mais pourtant, lui me paraît complètement indélébile. Alors, c'est sûr que ça fait partie des misconfigurations. Donc, c'est pas un problème cloud public, hein, je vous rappelle, hein, attention, hein, c'est un problème B2B et de configuration interne. Mais pareil, je veux dire, c'est aussi grave et aussi important de savoir, traînez vos personnes, mettez-les en confiance avec évidemment pas spécialement des super certificats parce que les certificats ils sont valides que maintenant 3 ou 6 mois, ça va tellement vite que le menu que le mec aura vu au mois de juillet, il sera même plus valide au mois de février prochain. Donc je vais vous dire que ça c'est aussi là d'ailleurs Microsoft est en train de repenser au complet son système de certificats comme AWS d'ailleurs pour mettre une école ou une notion d'école en place, c'est-à-dire de faire une sorte de training à vie. C'est-à-dire qu'enfin on arrive à ce qu'on faisait nous, les gens de sécurité. Merci, je nous fais de la pub à tout le monde. Ceux qui font les CTF, bordel de merde. Voilà, marde, crise de vache. Je vais te dire, tiens, j'aime bien faire ce terme-là, mais c'est vrai. Le CTF est l'école de la sécurité de tous les jours. La pédagogie, le fait de mettre les hands-on et compagnie, le fait qu'enfin les clouds publics et compagnie décident de dire, bon, c'est sûr, les certificats qu'on mettait, mais que des choses qui sont vues il y a 2, 3 ans, 5 ans, ou même maintenant, quand on vous met des choses dans l'année en cours, tu fais ton certificat le mois de mars, putain, au mois de décembre, c'est même plus, t'as même plus les mêmes voulus. Je faisais à Kubernetes. Il n'y a pas plus tard que cet été. Je suis en train de revoir mon training avec les Kubernetes pour refaire mon juice shop en multi-Kubernetes et compagnie. Je regarde de nouveau sur le portail Azure en me disant, tiens, au fait, est-ce qu'ils ont pas changé un truc? On ne sait jamais. Puis 4 menus ont changé. Total. Ils ont changé les autorisations, ils ont changé le mot autorisation avec access, ils ont rajouté des combo box à d'autres endroits. C'est plus du tout la même. Ils ont même rajouté d'autres options que je suis en train de regarder dans la doc qui n'étaient pas avant et qu'il fallait faire d'une autre manière. Donc, vous passez, alors oui, le concept en tant que tel pour passer le certificat, c'est viable, mais ce que vous avez appris de toute façon ou cru voir, c'est plus bon de toute façon, même 400 mois après. Donc c'est là où, c'est pour ça que je trouve que le côté de faire une école en place et de dire, non, c'est du training avec une sorte de, vous savez, de capitainerie comme on fait pour les militaires, hein, puis on est rookie par rookie, on passe, puis ça doit se cumuler avec le temps. Parce qu'en fait, ce qu'ils veulent faire, c'est faire un truc de cumul de temps qui fait que s'ils vous revoient pas vous connecter, ils vous redescendent. Et je trouve ça sympa, ça fait comme une roue. C'est-à-dire, si tu reviens et que tu refais quelques exercices, puis qu'ils voient que tu as fait des exercices, ils te redonnent. Donc, est-ce que tu es toujours à 70 points? Est-ce que je suppose que ça va être une notion entre 0 et 100, mais est-ce que tu es à 70? Mais si tu fais plus rien pendant 6 mois, ils vont peut-être te redescendre à 48. Faut que tu recommences à refaire quelques trainings pour remonter à 70. C'est inévitable. Ça, je trouve que c'est ça fait presque inévitable. Ça fait presque 2 ans que j'ai pas touché vraiment du M365. Je suis en train de relever des affaires justement pour me remettre dedans, mais je suis convaincu que les interfaces qu'il y avait il y a 2 ans n'ont rien à voir avec surtout avec la Family Defender, Nicolas, c'est impossible. Ils ont tout renommé en Family Defender. En plus, t'assurer que la Family les Defender, salauds. Non, mais la Family Defender, je peux t'assurer que ça, c'est fini, là. Tu revois plus les mêmes menus. Cloud Apps Security et Cloud Apps Defender Apps maintenant pour son Shadow IT. La gestion des liens où tu avais l'habitude d'y aller et pas les mêmes et compagnie. Et les outils ont été réaméliorés ou défaits, ou un bout a été désinstallé d'un autre pour être remis par rapport à un autre point et ainsi de suite. Ouais, mais tu sais, ils ont renommé, c'est comme Purview, qui est tout le volet gouvernance qu'il y avait eu avant, qui n'existait pas. Au moment où j'ai cessé de vraiment opérer réellement ça, Purview n'existait pas.
Fait que là, Purview existe. Fait que là, faut tout que je me... Oui, puis Purview n'est même plus attaché normalement, Purview devait être attaché à M365, puis désormais, il est attaché à Azure. Oui. Puis il faut savoir que Purview, il a été fait aussi pour le Data Warehouse qui a été renommé par Synapse. Donc, c'est Synapse qui maintenant pilote, puis Purview peut s'attacher à Synapse comme il peut s'attacher à tout le reste de ta DB. Non. Puis ça, on peut croire qu'éventuellement, attendez, mais moi, dans le certificat, c'était SQL Data Warehouse. Il y a 2 ans. Tu sais, en 2 ans, je suis rendu une vieille pantoufle. Faut que je me remette à jour parce que je suis rendu une vieille pantoufle. C'est là où je dis que quand on mange tous les jours, quand tu prends tous les jours et que tu t'aperçois, moi j'ai cette chance aussi d'être inscrit grâce à ma job au CCC Private NDA Gros Big Security Microsoft, donc j'ai accès à j'ai accès à 6 mois, 8 mois de sortie avant tout le monde là sur tout ce que je peux voir. Donc j'ai accès à Entra, j'ai accès à évidemment EASM, j'ai accès à des nouveaux services que vous voyez pas encore. Mais là, quand je vois que tout ça est déjà en plus actif, puis ça marche vachement quand même bien, puis c'est un truc genre non, c'est pas très beau, c'est un peu moche, mais c'est gna gna gna. Et là, tu te dis, mon Dieu, Purview, ça a mis 2 ans avant que ça sorte. Et là, maintenant, c'est le nouveau MIP, le Microsoft Information Protection. Donc, c'est toute la notion de gérer les labels et la gestion des trucs. Mais là, c'est une interface à la Azure Studio, SQL et compagnie. C'est impensable. Donc, c'est pour ça que je dis en même temps maintenant, et si je peux vous refaire aussi passer un message pour aujourd'hui, ne dites pas, tiens, au fait, je vais faire dans mon cloud quelque chose dans 6 mois. Stoppez court. Perdez pas de temps. Gardez les concepts, gardez éventuellement ce que vous voulez faire, puis faites-le réellement quand vous avez le pognon, les gens et compagnie. Parce que dans 6 mois, ce que vous auriez prévu, même en architecture et compagnie, ça marchera pas. Avec les 4-5 000 mises en production par jour et le changement d'équipe complet, puis là, ils ont réaugmenté en plus toutes les équipes à différents endroits, que ça soit AWS ou que ça soit Azure, mais surtout Microsoft à aujourd'hui pour beaucoup de raisons, je peux vous l'assurer, c'est même pas la peine en rêve. Vous perdez votre temps, vous perdez de l'argent à aujourd'hui. C'est un minimum, c'est l'équateur comme il le gère. 4 mois. Prenez 4 mois, c'est fait dans les 4 mois, vous avez cette idée. Même moi le premier, qui pourtant des fois est un collectionneur, je dis, oh tiens, je vais voir ça plus tard. Oh tiens, je vais développer ça plus tard. Oh tiens, un petit trou de sécurité, je vais le développer. Maintenant, j'arrête. C'est même pas la peine. Si j'ai pas le temps de le faire dans les 4 mois, c'est même pas la peine que je le fasse. Dans 4 mois, quand je vais vouloir le faire, soit il marchera plus, soit il sera désuet, soit je serai une vieille pantoufle comme Nicolas, ou soit de toute façon, ce sera même pas la peine que je l'aurai essayé, de toute façon, ce sera fini. C'est même plus la peine. Quand vous faites les choses, faut faire les choses maintenant dans les 4 mois avec les concepts que vous avez. Alors oui, apprendre, faire, gérer les choses, voir comment ça se pilote. Toujours. Là, le côté académique et le conceptuel ne change rien. Mais la notion du hands-on derrière, c'est soit vous le faites maintenant, soit vous le faites pas, c'est pas la peine. Surtout dans le cloud public. C'est un monde différent. C'est sûr que je me retrouve rapidement. Je suis une vieille pantoufle, mais je me retrouve rapidement quand je réouvre les consoles. Parce que, tu sais, j'ai les notions de base demeurent les mêmes, les fondements demeurent les mêmes. Les interfaces changent à chaque fois. Je suis toujours perdu quand je réouvre ça. Tu sais, je fais des farces parce que je réouvre encore les consoles sur une base régulière. Sauf que je fais plus d'administration de façon régulière comme je faisais il y a 2 ans. Fait que à chaque fois, c'est une bonne demi-heure à me retrouver où sont rendus les choses, sont rendus les concepts, où sont rendus les choses. Donc, non, effectivement, l'apprentissage continu. Puis en même temps, on parle d'interface, mais tu t'imagines du en dessous. Les notions des .NET, puis là je parle pour Microsoft, notion du .NET, les API qui gèrent derrière, la notion des API, MS Graph qui, lui, a pété sa durée complète pour 2022, qui est devenu vraiment le tournesol au complet. Je peux vous dire qu'ils mettent un sacré accès. Le MSAL aussi, ce qu'on en a déjà parlé, le fameux ADAL MSAL, donc le Microsoft Security Abstraction Layer, le MSAL JS. D'ailleurs, quand vous vous loguez maintenant directement dans le portail Azure, vous verrez en haut de votre lien, maintenant c'est marqué msal.js avec les trucs. Donc, ils ont intégré en plus le MSAL.js directement. Donc, derrière, on a une nouvelle version Azure AD V2 et avec tout ce que ça comporte. Non. Vous avez qu'à regarder le monde du web app, le monde des function apps et le monde des computing. Le monde des computing, même au niveau des VM, c'est tous les 2 mois qu'il y a un changement. Et je parle même pas de la partie sécurité, mais tous les 2 mois. On parle de partie sécurité, je fais encore un petit amalgame. Sentinel, allez voir dans GitHub et regardez les branches. Moi, l'avantage que j'ai, c'est que j'utilise GitKraken, qui est mon outil d'ailleurs majeur. Je ne fais pas de pub pour GitKraken, mais j'adore. Dans le fait de pouvoir voir, parce que comme j'ai des écrans en mode non vertical mais horizontal, non horizontal mais vertical, permet de les voir en grand.
Puis là, d'un seul coup, la dernière fois, je vois ça, je dis, au fait, putain, il y a combien de branches en remote, là? Puis là, GitKraken, lui, il vous donne toutes les statistiques de tout. 1798. Donc, je sais pas si vous imaginez, 1798 branches. Ok, peut-être la moitié qui est de la merde. Enfin, donc, ça sous-entend qu'il y en a quand même encore 800 de potables qui bougent dans un des repos le plus volontaire qu'est Azure Sentinel et ils mettent une mise en production tous les mois. Ça vous donne une idée de... Ouais, je vais peut-être pas perdre de temps à créer mon connecteur ou à me faire chier avec une fonction app pour faire le truc, parce qu'à mon avis, si je regarde dans l'Azure Git, je vais peut-être avoir le KQL adéquat, ou je vais peut-être avoir le bordel qui va faire, ou je vais peut-être éventuellement me dire que je peux pas battre l'équivalent de, je sais pas moi, l'équivalent d'au moins facilement de 500 000 personnes qui sur toute la planète est en train de travailler là-dessus. C'est impossible. J'essaye, j'y arrive pas. Donc, je dis pas que si j'essaye, j'y arrive pas, personne va y arriver. Mais je suis assez quand même taré sur tous ceux qui me connaissent. Je peux vous assurer que c'est dramatique, même quand vous en bouffez 15 heures par jour. Donc, il y a des batailles qu'il faut arrêter. Moi, je dis aux autres qu'ils m'écoutent pour arrêter des batailles. Je m'écoute moi-même des fois. Cette bataille-là du temps, arrêtez-la. Et surtout, comme pour toutes les misconfigurations et compagnie, faites du Udemy, faites du Microsoft Learn, faites des trucs avec des passes, faites des choses avec les Pluralsight, allez dans les CTF, faites les chemins aussi des CTF dans TragMyHack, VulnUp, Pentesla, peu importe, faites toutes ces petites choses-là qui sont évidemment importantes. On terminera par la dernière, qui est une dite dernière de ma saucée pour une fois, qui d'ailleurs certains l'ont vu à droite à gauche, mais je l'avais quand même, j'ai vu entre deux et qui est pas, alors, on considère pas ça comme une 0D, moi quand même oui, ou en tout cas pas une 0D mais une 0 fait quand même sacrément gaffe, donc tant mieux si ça se passe. Et puis comme je l'ai dit, j'ai donné un KQL à Nicolas qui pourra le lier au podcast si vous voulez le rajouter dans vos alertes au travers de Sentinel ou de vos alertes Monitor, mais ça marche dans Sentinel en tant que tel, si vous voulez faire un dashboard avec d'ailleurs. En fait, voilà ce qui se passe. Et ce que j'ai découvert par le biais de certains qui l'ont découvert en même temps, mais je sais pas pourquoi on sait tous plus ou moins, enfin il y en a 3-4 qui l'ont fait, puis ça c'est pas si démocratisé que ça et si géré, c'est bizarre d'ailleurs, mais bon. Alors encore une fois, c'est en white box total, il faut avoir des comptes évidemment d'admin, donc il faut être au moins at least subscription Azure contributeur, ou au moins administrateur évidemment login ou administrateur VM pour les computers, les virtual machines. Donc, si vous avez ces 3 rôles possibles, c'est possible. Alors, évidemment, il faut avoir déjà ces 3 rôles. On est bien d'accord. Mais maintenant, comme on disait toujours à l'époque que le problème pourrait venir de l'intérieur, je rappelle que ça fait partie des mêmes points. Pour une fois que ça tombe dans mon escarcelle et que c'est pas une grosse boîte qui l'a découvert, je suis assez content. Donc, le but du jeu, c'est qu'en fait, voilà ce qui se passe. Vous avez tous dû sûrement déjà setuper des VM. Et pour setuper des VM, vous avez sûrement dû, à un moment donné, peut-être, se dire, si j'ai un problème avec la VM, vous savez qu'il y a des extensions et le fameux AMA, qui est maintenant dans les virtual machines installées de manière automatique par Microsoft, et ce qui vous permet, entre autres, de lancer des extensions, de lancer un certain nombre d'autres affaires à ce niveau-là. Mais ça vous lance surtout un point important, c'est que ça vous lance, évidemment, un système de reset password que vous avez maintenant du côté du portail Azure. Vous pouvez faire reset password, vous dites voilà, c'est mon compte que je veux, vous lui avez appelé évidemment pas administrateur, puisque normalement c'est le b.a.-ba de la sécurité qu'on vous demande de changer évidemment, ou de désibeler ce compte-là et de le changer et de l'avoir appelé autrement. Alors si vous me l'avez appelé admin, je vous ferai une fessée aussi, mais bon, vous l'avez sûrement appelé, je sais pas, ma grand-mère ou fait du vélo ou ce que vous voulez. Bref, vous l'avez appelé un truc et vous lui changez son mot de passe, ou l'utilisateur qui est votre propre utilisateur voulu, et vous lui changez son mot de passe. Sauf que d'ailleurs, quand vous regardez dans le petit i ou la petite notification qui est notifiée d'ailleurs de Microsoft, c'est assez bizarre parce qu'il le précise d'ailleurs en même temps. Enfin, il le précise. On pourrait le comprendre à demi-mot d'une certaine manière, mais il faut savoir que, en fait, j'en ai pas fait exprès. Mais je l'ai découvert de cette manière, puis d'autres l'ont... Donc, j'ai fait mes recherches sur Internet, j'ai découvert que d'autres gars l'avaient trouvé aussi. Pas des masses, en tout et pour tout, ils étaient que 4 ou 5. Et il y en a un qui l'a fait sur Twitter et compagnie. Donc, bref, et puis d'ailleurs, il l'a mis rapide. Comme j'ai pas de Twitter, je me suis fait prendre au vif. Et il l'a découvert pour si longtemps, je crois que c'est mi-octobre. Et moi, je l'ai découvert début novembre. Donc, on va dire que c'est quand même lui qui a la paternité. Hein, comme ça, je vais pas faire de trucs. Mais quand vous faites un reset password, en fait, une fois, je me suis gouré de noms. Donc, j'ai pas mis machin, je me suis gouré de noms.
Je me suis gouré de nom, j'ai mis le mot de passe, j'ai confirmé le mot de passe, j'ai dit reset-moi le password. Et le truc, il m'a reseté le password. Il m'a dit oui, c'est bon, successfully. Ok, donc je retourne sur ma VM, je renote le bon nom cette fois-ci, puis je remets mon mot de passe que je venais de donner. Puis il me dit non, ça marche pas. Il est con, pourquoi il me l'a pas fait? Alors, je reteste, il me dit non. Je dis, bah, c'est bon, bah, il me dit successfully, qu'est-ce qui se passe? Donc là, je vais dans les logs, je vais voir évidemment dans le activity log, parce que grâce à l'activity log et de ce qui se passe, on voit les créations directement sur la VM, hein, c'est ça l'avantage. Puis vous avez le JSON hein, qui est mis à ce niveau-là pour les VM Access, puis vous voyez create, update, le nom, s'il y en est. Puis là, d'un seul coup, je vois le nom, je m'approche, puis je dis, oh merde, je me suis gouré de nom. Ah ouais, mais pourquoi il m'a fait successfully? Alors j'y retourne à ma VM, je mets le mauvais nom, puis je mets mon password. Je vous le donne en mille. Je vous le donne en mille. Eh ben, il m'avait créé le nom, Bulletin Administrator avec un S, et avec mon beau password. Donc, ce que je suis en train de vous dire ce soir, c'est que le reset password, après j'ai fait évidemment les tests et je l'ai présenté d'ailleurs à ma job, j'ai fait Hack Planet, Hack the Planet. Donc j'ai pris un serveur qui était notre DC, j'ai fait Hack the Planet, le mot de passe, qui est évidemment très compliqué, hein, comme d'habitude, la lune, 1, 2, 3, 4, 5, Winterfell. J'ai mis évidemment le mot de passe, et puis là, j'ai dit, bah voilà, Hack the Planet, on retourne dans la VM, regardez, j'ai pas accès à la VM, qu'est-ce que je fais? Est-ce qu'on peut avoir accès à la VM? Et on avait accès à la VM. Donc, ça sous-entend que tout serveur, data center, peu importe les VM, des DC, des non-DC, puis ça marche avec Windows 10, Windows 11 et les serveurs, malheureusement, j'ai testé évidemment les trois. Ça sous-entend, et data center 2019 comme 22 en fait, hein, j'ai pas été en dessous, mais en tout cas 2019-22 ça fonctionne, mais je vois pas si ça fonctionne pour l'un, ça fonctionnera pour à peu près tous, je pense. Mais là, ça sous-entend qu'il vous le crée en built-in et vous êtes groupe administrateur avec un S. Donc, ça sous-entend que si vous avez des gens qui, mal intentionnés, veulent avoir un accès à sa VM et qui laissent évidemment ouvert un petit bastion, ou il laisse ouvert un just-in-time, juste ce qu'il faut une petite heure après le boulot, vous savez, genre on fait un just-in-time de 4 heures, mais je la demande quand il est 17 heures. Donc évidemment, ça fait 6, 7, 8, 9, ou je peux quand même encore me connecter à 20 heures. Donc si je peux me connecter à 20 heures, je peux me connecter à 20 heures de la maison, puisque le just-in-time, il est encore fonctionnel. Puis là, bah, que j'ai mis mon Hack the Planet, bah, je retourne évidemment dans le serveur, puis là, bah, je peux mettre un compte Windows de service, je peux me mettre un truc à la con qui me fait passer pour agent service update machin de la mort. Puis je peux faire, bah là, je peux faire du mining, je peux faire du gna gna gna, je peux faire de l'exfiltration et j'en passe et des meilleurs. Donc s'il vous plaît, messieurs dames, pour ceux qui nous écoutent, faites vraiment attention à ça. Donc le KQL que j'ai donné à Nicolas qui va vous faire, puis je pense que c'est une bonne chose qu'on puisse le faire, bah, c'est de vous préciser en fait qui a pu éventuellement faire en read access dans les access de VM, qui aurait pu évidemment faire un changement de reset password. Vous listez ça au complet sur un dashboard. Au moins, vous savez que s'il y a un reset password qui est fait un jour, bah là, vous l'avez en vrai. Bah, si c'est votre équipe et que c'est normal, c'est jaugé, ok. Mais si là, vous voyez que c'est monsieur Paul Duchemol qui devait normalement pas faire un reset password, mais qui avait les droits pour le faire, bah là, vous pouvez éventuellement vous inquiéter et faire ce qu'il en est. Parce qu'évidemment, selon le Just Enough Memory de Microsoft, c'est ça. Bon, je pense qu'ils vont quand même, j'espère, le corriger après coup. Là, les retours, évidemment, sur le Tech Communities et ainsi de suite, ils disent, bon, oui, mais il faut être ceci, il faut être cela. On connaît le JEA, là, le Just Enough Administration, d'accord. Mais c'est quand même pas logique que, évidemment, le AMA dans le agent crée quand même un compte n'existant pas, parce que normalement, on doit changer un reset password d'un compte existant. Donc, tant que le compte n'existe pas, bah, tu manquerais pas, hein, s'il te plaît. Tu serais gentil. Puis surtout avec les droits administrateurs avec un S, parce que là, pour le coup, c'est quand même la foire à la saucisse, là. Donc là, évidemment, on va pas se cacher que là, c'est quand même une sorte de comportement bizarre. Mais, vous verrez, retournez dans la petite notification, ils disent la manière dont c'est précisé, c'est que quand on fait un reset password d'une VM, ils disent qu'ils pourraient recréer en fait la VM ou elle est demandée pour être recréée au niveau de la VM. Alors, comme dirait l'autre, je suis pas non plus un bilingue total, mais on peut jouer sur les mots. Donc, bon, oui, mais je suis quand même dubitatif sur ça. Donc là, si je dis évidemment reset password, là, je me mets juste devant en même temps sur le truc. Quand vous voyez reset password et qu'on met le mode, il vous dit
Là, ils l'ont pas fait sur le mode, si, ils l'ont fait sur l'user. Non, c'est sur le mode. Ouais, you can perform the reset password, which will allow reset remote discuss service. Ah non. Là, c'est sur non, c'est parce que là, je suis pas sur un serveur. Mais c'est quand même troublant quand tu regardes ça, que tu sois capable de faire ce genre de choses. Puis là, c'est les failles dans les interfaces qui nous permettent de gérer tout ça, qui ont eu, dans l'absolu, trop de droits sur nos propres infrastructures, puis justement, qui viennent injecter parce que eux ne font qu'exécuter ce qu'on leur demande. Et comme il n'y a pas de contrôle en amont, ben là, c'est justement ce que tu as vécu là, puis juste fait une faute de frappe. Puis les autorisations, tu sais, le genre, on n'est pas super attentif comme humain, parce que on n'est pas bon là-dedans. Non, c'est sûr. Cette faute de frappe-là, on va l'autoriser, mais on va la laisser passer, puis justement, on vient de se créer sans faire exprès. C'est un petit peu le problème actuel, et ce que je veux vraiment dire, c'est que les misconfigurations par défaut sont aussi des misconfigurations où je pense que Microsoft, AWS, Google sont quand même des monstres de process et des monstres de tests et des monstres de gestion, mais on n'est pas à l'abri d'un comportement bizarre qui, je pense qu'ils l'ont pas fait exprès. Je me doute que est-ce qu'ils se disent qu'ils devaient quand même le créer, pas le créer, est-ce qu'ils doivent le faire? Bon, ça après on n'est pas dans les discussions des grands dieux au moment où ça a été fait, mais je pense que c'était pas spécialement volontaire. Mais le fait que ça soit possible, parce qu'effectivement, il faut quand même un rôle possible, ça sous-entend encore une fois que quelqu'un à l'interne peut. Puis là, quand je dis quelqu'un d'interne, c'est pas spécialement le super salarié, ça peut être le partenaire, ça peut être n'importe qui travaille pour vous. C'est souvent ceux qui sont à l'extérieur. On espère ou le salarié mécontent qui connaît la blague là, puis qui se dit tiens, attends, bouge pas, je vais me prendre leur domaine contrôle, je vais me connecter dans 2 heures, puis je vais faire un del étoile point étoile. Bon, voilà. Donc là, le reset password, c'était pas la bonne blague. Voilà pour cette dernière petite news sympathique, je pense qu'il fallait quand même partager. Oui, très intéressant. C'est trois nouvelles, 3 petites choses, comme tu disais, qui sont fort intéressantes, justement, qui amènent à réfléchir. Parce que ça amène, puis surtout la deuxième, en tout cas, dans l'ensemble, c'est tous des éléments de configuration qui sont partiellement à la portée des gens qui ont des tenants, dans ce cas-ci. Puis même la deuxième, ça a le bénéfice d'être uniforme pour tout le monde. Fait que peu importe dans quel univers vous vous situez, vous subissez le problème. Puis ça nous rappelle qu'on doit bien maîtriser les configurations de nos environnements infonuagiques, que la responsabilité du fournisseur infonuagique, elle est quand même limitée. Et sachez où elle s'arrête, parce que et dans les cas... Le SLA est la responsabilité vraiment de la gestion, même si on l'a fait sur le côté, et c'est ce que je dis souvent, on le fait pour Microsoft comme pour tous les autres, mais on le fait pour Microsoft comme on le fait pour AWS sur l'infrastructure, sur les passes, sur le patch, le update, le fait que leurs data centers doivent être effectivement Fort Knox. Mais attention, eux ont fait leur job. C'est Fort Knox. À date, comme on se l'est toujours dit pendant tous les podcasts de chez Nicolas depuis je sais pas combien de temps à Polysecure, le jour où quelqu'un me dit qu'il y a un data center qui s'est fait hacker, qu'il me le précise ou qu'il nous le précise tout de suite dans la seconde qui suit, parce que ça veut dire qu'il a une info que même Monsieur Louis pour Vexicode n'avait pas. Donc je rappelle que là, il faut vraiment nous le dire parce que ça s'est jamais su. Et que si ça se sait un jour, c'est la mort du petit cheval, parce que là, pour le coup, c'est comme les compagnies d'aviation, quand il y a un avion qui s'écrase, on n'a plus envie de le prendre. Donc tant que ça, c'est plus possible et que c'est pas possible et que ça n'a jamais été prouvé en plus de 10 ans, 12 ans, même plus que pour AWS, puisque ça date de 2006. Donc, par défaut, ils font leur job. Ils ont mis les data centers, ils ont mis l'électricité, ils ont mis les sécurités physiques, les sécurités électriques, les sécurités de backup, les sécurités de géolocalisation, les sécurités de tout ce qu'on veut penser inimaginable. Même les sécurités de management, maintenant à l'interne, ça c'est base. Mais ça n'empêche pas que tout le reste, maintenant, il faut quand même faire la job. Et c'est là où, comme je le dis, comprendre les concepts et les préceptes du cloud, les concepts et les préceptes du cloud ne sont pas comme dans le on-premise, parce que là, vous jouez avec du code, vous jouez avec évidemment des choses qui peuvent être du CI/CD, vous jouez avec des choses qui sont gérées par de l'infra, vous jouez avec des layers qui, comme le HTML, devient saucisson, vous savez même plus où se trouve le saucisson. Donc évidemment, quand vous cherchez le saucisson puis que vous savez même pas dans quel contexte vous gérez, à un moment donné, vous dites mais je comprends pas, je touche que du pain, de la salade et de la tomate, j'ai toujours pas trouvé mon saucisson. Non, parce que tu sais pas où t'es. Tu sais pas qui l'a géré, le contexte, comment. Donc posez-vous 2 secondes à chaque fois pour ce genre de choses et surtout de dire le internet facing dans le code public, par contre vous le payez cher.
Quand c'est patché, c'est patché. Quand ils gèrent, vous inquiétez pas, ils dépensent des milliards par an pour ça. Mais effectivement, quand vous mettez-vous un blob, faites un ODPOD pour tester. Hein. Prenez un storage account, faites des fakes qu'on trouve dans les GitHub et je sais pas quoi, ou un peu partout avec des comptes de carte de crédit complètement fictifs qui existent. Mettez un blob, mettez-le ouvert et foutez le truc, puis regardez l'activity log. Prenez, hein, je l'ai fait, hein, en moins de quoi? Même pas 3h30, 4h. Même pas. Le truc, il était à quoi? 100 requests, 50 requests, quelques trucs. Oh, dès qu'ils ont vu que tu avais des fichiers, des machins, des bidules. Puis alors, c'est comme si que genre, il y avait le téléphone commun à genre, c'est spreadé à plus en finir, là. Je peux vous assurer que c'est comme si que les robots savaient que les autres robots étaient là et que tout le monde bouffait. On aurait dit des hyènes qui venaient se partager le truc. C'est impressionnant. Et là, on est monté à, je sais pas combien. Ouvrez une VM. Mettez pas du JIT, mettez pas du Bastion, mettez rien. Regardez les brutes force. En moins de 6 heures. Avec les open IP qui sont mis en public. Moins de 6 heures. Moins de 6 heures, vous avez du brute force et puis ça va monter en puissance jusqu'à avoir, je sais pas, moi j'avais testé une VM même là où je bossais, on avait, après 6 mois, j'avais 6000 brute force par jour. Donc, et puis ils testent tout, hein. Puis là, au moins, vous avez le dictionnaire sur quoi ils testent, hein. Ça va de Eva, Adam, tous les prénoms y passent, même les trucs complètement débiles, admin WordPress, Drupal, admin WordPress, Drupal, Joomla, Drupal, machin, enfin bon, ils essayent toute la totale. SQL, admin DBA, et j'en passe aussi des trucs, là, vous pouvez voir un petit peu le dictionnaire qu'ils utilisent ou comment ça se passe, mais c'est ça qu'il faut comprendre. Non. C'est sûr que ce que vous devez faire, c'est à la limite, dès que vous créez des choses, encore une fois, comme je le dis souvent, cloud public, vous bloquez tout. Puis après, vous ouvrez au fur et à mesure de qu'est-ce que vous avez besoin. Qu'est-ce que vous ouvrez? Pas de ressources flottantes, évidemment. Toujours attaquer avec un VNet. Au moins, dès que vous êtes derrière un VNet, normalement, vous évitez à peu près le pire de tout. Parce que je vous rappelle que le Chaos DB et tous ceux qu'on a expliqués dans les podcasts avec Nicolas, tous ceux qui avaient des VNet étaient presque pas touchés à 90%. Donc, rappelez-vous de ça. Parce que vous avez les NSG, vous avez obligatoirement des sources de private link, de service link et j'en passe et des meilleurs. Donc ça aussi, c'est important. Puis les blobs, s'il vous plaît, les blobs. Pas de SaaS token, hein, c'est des connexions string qui sont tellement avec des trucs où les mecs savent même pas comme les certificats quand est-ce que ça expire. Tu l'as fait quand, le SaaS? Je sais pas. Il avait read roux. Oh, j'ai mis full. Tu as mis combien de temps? Par défaut. Ah, super, c'est 1 an. C'est cool. C'est pour ça que la connexion string, elle se balade à côté, puis que tout le monde peut y avoir accès. Il n'y a pas de catalogue non plus de SaaS token. Alors le SaaS, on peut pas l'avoir, mais on peut quand même le scanner avec différents autres moyens. Donc, parce qu'il n'est pas attaché au storage. Mais là, effectivement, il y a d'autres moyens de savoir comment le bloc peut être visible. Donc, faites attention à tout ça, à ce niveau-là, pour ça. Voilà. Non, mais écoute, merci Nicolas de nouveau pour ton invitation. J'espère que ça aura été, je pense, et j'espère merci pour tout le monde. Merci à toi, c'est de ta très grande générosité de toutes ces informations-là. Je suis sûr qu'on va en sortir. Moi-même, j'en sors toujours émerveillé de ces choses-là. Ah bah, si ça apporte au moins de l'efficacité à tout le monde et de la protection, on est là pour ça. Donc sinon, la première chose en informatique, c'est de partager l'info. C'est le terme de l'informatique, donc c'est le but du jeu. En tout cas, merci à tous de m'avoir écouté, de nous avoir écoutés. Merci encore pour l'invitation. Je vous dis à une prochaine, Apolli. À la prochaine. Salut Nico.